Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Si je prononce le mot Machiavel, j'ouvre avec vous la porte d'un monde sans pitié, peuplé d'êtres entièrement voués à la réussite de leurs ambitions personnelles, sans la moindre considération pour de plus nobles idéaux. Je parierais même que chacun d'entre vous a immédiatement en tête un milieu en particulier. Ce peut être la grande entreprise, le milieu politique, les relations diplomatiques internationales, peu importe. Sur ces milieux, nous projetons notre image de ce qu'est un monde machiavélique. Un univers tissé de trahison, de coups bas, où la confiance se monnaie cher et n'est pourtant jamais assurée. Et pourtant, je peux vous dire que le pauvre Machiavel n'a pas fait grand-chose pour mériter cette réputation sulfureuse qui a fait de son propre nom un qualificatif peu enviable. Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps jusqu'à la fin du XVe siècle pour partir à la rencontre de l'homme derrière la plume et comprendre comment un honnête citoyen de Florence s'est hissé au rang de conseiller littéraire des princes et de tout ce que le monde compte d'ambitieux sans scrupules. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Partir sur les traces de Machiavel, Niccolo, de son petit nom, s'est plongé la tête la première dans le tourbillon infernal de l'histoire florentine. Et oui, Machiavel est né à Florence en 1469 et sa vie tout entière est enroulée autour du destin de cette puissante cité-État. Mieux même, c'est l'expérience de la lente agonie du modèle politique florentin qui pousse Machiavel à chercher des réponses. Comment faire pour éviter de se faire rouler dessus quand on est un État indépendant ? Qui doit diriger la cité et le peuple qui la compose ? Comment ce prince doit-il prendre ses décisions ? Son ouvrage le plus célèbre, Il Principe, le prince, contient la réponse à ces questions. Il ne constitue pas seulement le témoignage d'une époque troublée, mais également un manuel de gouvernement destiné à empêcher la reproduction des événements tragiques qui ont rythmé la vie du pauvre Machiavel. Ce que Niccolo nous a légué, c'est un concentré de sagesse militaire, politique et managériale, étalé sur quelques dizaines de pages seulement, que les éditions modernes mettent à la portée de chacun d'entre nous. Peut-être l'avez-vous déjà lu ou peut-être pas. Dans tous les cas, à la fin de cet épisode, vous saurez ce qu'il en a coûté à Machiavel pour nous faire ce don historique. Vous connaîtrez la vie tourmentée de ce citoyen de Florence, né trop tard pour connaître l'apogée de sa cité, mais juste à temps pour en subir de plein fouet la lente déliquescence. Et oui, avant d'être le maître à penser des ambitieux, des politiques et des chefs de guerre de tout poil, notre Niccolo, il faut bien le dire, c'est avant tout le roi des poissards. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le tourbillon de l'histoire, commençons par le commencement. C'est qui notre bon Niccolo ? C'est le rejeton du clan des Machiavelli, une famille aisée de Florence. Enfin, de Florence. Attention quand même, on l'a dit, la belle Firenze est une cité-État. Une ville gigantesque pour l'époque qui toise pas loin de 80 000 habitants et contrôle un vaste territoire en Toscane. Et comme dans toutes les cités-États oligarchiques, de Venise à Lübeck en passant par Gênes et Strasbourg, il y a les familles qui pèsent, celles qui pèsent moins et celles qui ne pèsent pas du tout. À Florence en particulier, il y a ceux qui sont
in, on peut dire. Ces rejetons de clans pluriséculaires qui dirigent la ville depuis la prise d'indépendance du XIIIe siècle, ils mènent la belle vie dans leur palais de pierre, nichés derrière les puissantes murailles de la cité proprement dite. Bah oui, si votre famille est ancienne, ça se voit direct. Vous étiez là au début, avant que la ville ne grossisse et ne se sente à l'étroit entre ses murailles. Votre QG se trouve donc dans le centre historique. Ça, c'est pour les familles qui sont in. Et puis, hors des murailles, répartis dans le territoire de la cité, le contado, comme on dit quand on se la pète, eh bien, il y a d'autres familles, pas forcément pauvres, mais en tout cas, moins anciennes. Celles qui pèsent moins, donc, celles qui sont out of the muraille. La famille des Machiavelli appartient à ce groupe, justement. Elle n'est pas pauvre, elle compte plusieurs branches plutôt aisées même, et elle occupe de temps en temps des fonctions civiques au sein des institutions de Florence. Elle compte même dans son histoire récente un certain Girolamo Machiavelli qui a eu l'honneur d'être arrêté et torturé en 1458 pour avoir conspiré contre les Medici, les maîtres de la cité. Je dis l'honneur parce que si on l'a zigouillé, c'est qu'il représentait au moins une petite menace. Le reste des Machiavelli, ce sont des gens sympas, sans histoire on va dire. L'argent ne coule pas à flot, mais ils ont conscience de leur valeur et de leur rang social. Le père de Niccolo, un certain Bernardo, se saigne même aux 4 veines pour offrir une bonne éducation à ses enfants et pour entretenir chez lui une belle bibliothèque humaniste. Rien que ça, déjà, c'est un sacré effort. Beaucoup de citoyens aisés ont des livres de prière chez eux, par exemple, ou quelques almanachs, mais de là à avoir une vraie bibliothèque, non, ça c'est original. Niccolo est donc né en 1469, on l'a dit, et il grandit donc au milieu des bouquins. Sa famille l'éduque très bien. Un maître de grammaire lui enseigne le latin et la connaissance des auteurs classiques, et on lui apprend également le calcul. En gros, son père ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir, et lui donne les rudiments nécessaires pour qu'il puisse devenir soit juriste, soit fonctionnaire, soit marchand. Bon, clairement, le jeune Machiavel n'avait aucune chance de devenir le futur loup de Wall Street. Dans une lettre écrite à un ami en 1513, il fait cette réflexion très honnête, on va dire, à propos de lui-même. La fortune a voulu que, ne sachant parler ni de l'art de la laine, ni de l'art de la soie, ni de gain, ni de perte, il me faut parler d'état, et je dois ou faire vœu de me taire, ou parler de ces choses. Heureusement pour nous, Niccolo n'a pas choisi de se taire. Enfin, je dis ça, mais sur son enfance par exemple, il ne nous a pas dit grand-chose, assez logiquement. On pense qu'il a bénéficié à l'adolescence d'une formation universitaire, mais en fait, on n'en sait à peu près rien. Pour tout dire, c'est un peu le grand vide même jusqu'en 1497, date à laquelle le Niccolo réapparaît subitement dans les archives. Il a alors 28 ans et il bout d'impatience à l'idée de commencer sa carrière de jeune cadre dynamique florentin. Sauf que l'atmosphère qui règne à Florence est désormais bien différente de celle qui a bercé sa jeunesse durant le règne de Laurent le Magnifique. En 1497, Florence n'est déjà plus que l'ombre de la puissante cité des Medici. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord, je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. En 1434, le richissime banquier Côme de Medici, Côme l'Ancien, prend le pouvoir à Florence. Oh, attention, c'est pas vraiment un coup d'État. La République pluriséculaire continue à fonctionner avec les mêmes institutions, c'est simplement que toutes ces institutions sont de facto soumises au nouveau maître de la cité. Rien ne change et pourtant, tout est différent. Bon, ce principat florentin ne va pas durer si longtemps que ça non plus, il faut bien l'avouer, mais il a marqué les esprits. Il y a des chances que, même sans être un fin connaisseur de la géopolitique italienne de la fin du XVe siècle, vous ayez en tête le nom de Laurent le Magnifique, ce bon Lorenzo. Et ce n'est pas pour rien. Armés de leur incroyable fortune, entretenue dans les mines d'Alain du Pape et dans le commerce de la laine, auréolés du prestige de diriger l'une des plus puissantes cités-États de la péninsule, les Medici vont graver leur empreinte dans l'histoire. Ce sont notamment de grands mécènes. Ils aiment bâtir, redessiner leur ville et subventionner les artistes les plus prometteurs de la Renaissance.
Le grand-père Cosimo était déjà un féru de peinture et de littérature, mais son petit-fils Lorenzo pousse le curseur encore plus loin, au point d'apparaître aujourd'hui comme l'exemple parfait du prince de la Renaissance. Ouais, je suis très féru de peinture, de littérature. Et c'est vrai qu'entre 1469 et 1492, sous la férule du bon Lorenzo, ça va pas trop mal pour Florence, la cité des lys. La ville n'a jamais été aussi riche, prospère, puissante et cultivée. Bon, évidemment, ce n'est pas non plus le calme plat, hein. On retrouve bien de temps en temps quelques petits complots, pendaisons et éviscérations dont la belle Toscane a le secret. Au printemps 1478, par exemple, la puissante famille des Pazzi, les rivaux de toujours des Medici, tente un coup d'État en pleine messe de Pâques. Les conjurés zigouillent Giuliano, mais manquent de peu Lorenzo, qui se réfugie dans la sacristie. Pas de bol pour les Pazzi, le peuple de Florence est du côté des Medici, et ça ne finit pas bien pour eux. Les membres de la famille sur lesquels on met la main sont immédiatement pendus aux fenêtres du Palazzo Vecchio, la magnifique forteresse sur laquelle vous vous êtes extasié à raison lors de vos dernières vacances à Florence. Pour Jacopo, le boss de la famille des Pazzi, qu'on finit par retrouver après quelques jours de cavale, les Medici réservent un traitement spécial. Pendu lui aussi aux mêmes vénérables fenêtres, il voit son cadavre décroché pour être traîné dans les rues avant d'être jeté dans l'Arno, le fleuve qui irrigue Florence. Un peu plus bas, son cadavre est repêché et mis en pièces par des enfants avant que ce qu'il en reste ne soit à nouveau livré au fleuve. Bref, la vie est belle à Florence, en tout cas au moins pour les Medici. Quelques années plus tard, les Florentins parleront avec nostalgie de cette époque bénie, comme l'historien Guy Chardin qui écrira que la ville vivait alors dans un état de paix et de tranquillité suprême. Bon, c'est un tout petit peu exagéré, hein, mais on peut lui accorder que vu ce qui va se passer ensuite, la période de Lorenzo ressemblera fortement à un âge d'or perdu. Et oui, car au printemps 1492, le Lorenzo décède à l'âge pas si avancé de 43 ans. Son successeur, Pierre, sera affublé après sa mort du surnom de malchanceux, mais à mon avis incapable, serait plus réaliste. Pour sa défense, il faut dire qu'il arrive au pouvoir dans une période troublée. Car en cette toute fin de XVe siècle, un orage approche. Et les 70 canons dont il dispose présagent d'un sacré coup de tonnerre. Dès 1492, en effet, il devient clair que le roi de France, Charles VIII, est décidé à réclamer son héritage, le royaume de Naples. Les 2 années qui suivent sont cruciales. Face à la puissance française qui menace de débouler dans la péninsule, les cités-États grenouillent et s'agitent, tentant tout à la fois de repousser la formidable invasion et de s'attirer les bonnes grâces de Charles VIII au cas où la première stratégie échouerait. Et dans ce jeu diplomatique de billard à 15 bandes, Pierre de Medici, aka le malchanceux, ne manœuvre pas très bien sa barque. Il s'engage dans une énergique politique anti-française, ce qui est à la fois suicidaire et pas bien logique, puisque Florence est traditionnellement plutôt favorable au parti français. En gros, il aurait suffi qu'il ferme son clapet, qu'il caresse Charles VIII dans le sens du poil, en attendant de recueillir les fruits de l'invasion, mais non, il décide de faire exactement l'inverse. Il suffisait tranquillement d'attendre que ça passe, mais non, il passe à l'action. Donc forcément, quand la formidable armée française débarque en Italie au début de l'automne 1494 et amorce sa descente vers Naples, c'est la panique. Confronté aux conséquences de ses décisions et à la colère du peuple de Florence, Pierre le malchanceux s'enfuit, laissant vide le trône princier. Et là, on assiste à un des moments les plus absurdes de l'histoire florentine. En fait, il y a dans la cité un moine... Ah, tiens mais non, qu'est-ce qui se passe là, ça marche plus? Ah mais si, je sais. C'est parce que vous êtes en train d'écouter un épisode premium et on est arrivé à la fin de l'extrait. Pour écouter la suite et découvrir la vie incroyable du plus machiavélique des Florentins, rendez-vous sur ma page Patreon. C'est le premier lien en description, vous ne pouvez pas vous tromper.
En plus de passer un super moment en découvrant les tribulations du pauvre Machiavel en pleine guerre d'Italie, vous soutiendrez directement le Moyen-Âge dans tes oreilles et contribuerez à sa pérennité, et ça, c'est quand même vraiment cool. Et si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, ne vous en faites pas, le prochain épisode arrive très bientôt. Rendez-vous le 6 octobre prochain pour partir sur les traces du plus poilu des monstres qui hantent l'imaginaire médiéval, j'ai nommé le loup-garou. À la prochaine!